Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à 24 images secondes, le podcast animé par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 28, 24 images en 2025, épisode spécial annuel dans lequel on revient sur les films marquants de l'année 2025 avec pas moins de 7 chroniqueurs présents pour cet exercice. Ça fait une éternité qu'on l'a pas entendu dans 24 images secondes. Est-ce que les auditrices et les auditeurs se souviennent encore de lui, de sa voix ? C'est Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour à tous et merci de me recevoir ce soir, ça me fait plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une très bonne année cinématographique. Oui, merci. Merci à toi. Elle est une icône chez nous, ses mots et ses avis imprègnent durablement les cœurs de nos auditrices et de nos auditeurs, c'est évidemment Christina. Salut. Merci Jérém et bonne année à tous. Et à ma gauche, elle incarne la franchise, la passion, l'émotion de cette émission, c'est Louise. Salut Louise. Salut à tous et toutes, merci Jérém et bonne année à tout le monde. Et à tes côtés, le fringant, le tonitruant, Mister Thibaut. Salut. Bonjour à tous et bonne année 2026 à tous. Tous. Le chroniqueur suivant ne fait pas dans la dentelle et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est le docteur Raymond. Bonjour docteur. Bordel de merde. Bonjour. Il aime ça, il aime ça la dentelle, il avait prévenu. Ouais. Voilà. Écoutez, c'est à mon tour de vous souhaiter bien entendu une excellente année 2026 pleine de belles découvertes cinématographiques. Merci docteur, et face à vous, le grand absent du précédent épisode, le délicat, le délicieux Julien. Bonjour Julien. Je suis back dans les bacs. Bonjour tout le monde, belle année 2026. J'espère qu'on va avoir des belles découvertes, qu'on va être surpris, choqué, triste, ému, comme on l'a été en 2025. Espérons. Vraiment. Et moi c'est Jérém, votre animateur, et je dédie ce programme à mon papa qui m'a transmis la passion du cinéma. Alors nous sortons d'une très grande année pour moi de cinéma. Il est temps de faire le bilan, il est temps de donner nos coups de cœur, mais aussi d'expurger nos grandes déceptions, notamment à travers quelques petites battles qui s'annoncent homériques. Chaque chroniqueur a pris le temps de constituer son propre top 10, et donc voici un petit tour d'horizon, avant de vous donner bien sûr le top 10 général de 24 images secondes 2025. On commence avec le top 10 de notre cher Eddy, pour ton retour. On va commencer par toi. Donc j'ai noté qu'il y avait 6 films américains sur 10. Donc on a déjà décrypté d'ailleurs certains films, comme on a décrypté la chambre d'à côté d'Almodovar. Tu as mis Sirat comme quasiment toute l'équipe dans ton top d'Oliver Lache. Je vois qu'il y a 2 Soderbergh, 2 sur 10. Présent, c'est The Insider. J'ai l'impression que tu aimes ce cinéaste, non ? Un petit peu. C'est une groupie, une grosse groupie. Très légèrement. Complètement. Ouais. 2 films qu'on a chroniqués cette année aussi. En même temps, les deux films sont bons. Donc, Oui, c'est vrai. Et donc tu places dans ce top le 4e long métrage de la paire Hélène Catet et Bruno Forzani. On n'en a pas parlé, donc c'est le moment pour toi de le défendre. Reflet dans un diamant mort. Pourquoi ce choix, Eddy ? Eh bien, parce que je suis déjà très fan des 3 précédents films de ce duo de cinéastes et que c'est un duo qui choisit toujours une association sur le genre du giallo. Là, ils orientent aussi un petit peu plus vers le genre du film d'espion façon James Bond. Donc on suit un ancien espion qui va un petit peu être dans ses mémoires fragmentées de ses missions précédentes, et tout ça va se mêler. En fait, son passé vient se rappeler, se ramener à lui, et tout ça est fait toujours dans le style qu'ils ont pu avoir par le passé, donc quelque chose de très fragmenté, de très axé sur le découpage technique, le montage, quelque chose de très vif et qui peut être à la fois très perturbant pour le spectateur, et quand on est dans le voyage, eh bien c'est assez jubilatoire. J'aurais bien aimé, je l'ai pas encore vu. Et moi, je l'ai vu en salle et je suis resté un peu... c'est beau, mais je suis resté un peu en dehors du film.
J'ai du mal à me Voilà. raccrocher à l'intrigue. Je vois les références à Danger Diabolique, en l'occurrence le film de Mario Bava, qui est adapté Oui, complètement. d'un comique italien extrêmement populaire, qui était un film avec Michel Piccoli, qui a eu le droit à un remake. Et Reflet dans un diamant mort, c'est un peu une référence aussi à ça, entre autres, avec le Giallo évidemment, et à d'autres. Complètement. Et après, ils n'ont pas un cinéma qui est très émotionnel. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un cinéma de cinéaste. De l'esthétique. Pour faire plaisir à ceux qui connaissent ce cinéma-là. C'est-à-dire que, très clairement, oui. Mais après, ça, moi, c'était déjà le cas. Enfin, dans Hammer, il y avait quand même des personnages pour lesquels j'avais plus d'accroche émotionnelle. Mais que ce soit pour... Laissez bronzer les cadavres. C'était leur second, Laisse l'étrange bronzer c'était couleur des larmes de l'étrange ton couleur des corps. larmes de ton corps, pardon. Ouais. Qui est absolument magnifique. Ouais, il est magnifique, il est très Mais beau. L'affiche accrochée derrière en moi. termes d'émotion pour les persos, moi j'étais pas forcément complètement avec les persos, quoi. Mais par contre, je prends mon pied devant le film. Merci à toi, Eddie, pour ce conseil, en tout cas pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient voir ce film. Alors, je passe le flambeau, on va aller de top en top, hein, évidemment, pour diversifier un peu l'émission. On va passer le flambeau à Christina, avec un classement géographiquement extrêmement hétéroclite. Hein. Il y a 2 films espagnols, 2 films américains, 2 films brésiliens, des films français, et un film russe. Et justement, tu vas nous parler de ce film russe qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele, de Kirill Serebrennikov, le réalisateur de Leto, entre autres, hein, bien sûr, qui apparemment t'a impressionné, ce film, Christina. Oui, j'en attendais beaucoup de par le sujet et son réalisateur. Savoir comment il allait être traité, même si il est tiré d'un livre qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele, comment il allait être traité celui qu'on appelait l'ange de la mort dans sa cavale en Amérique du Sud. Donc c'est pas un film de procès, c'est pas un film de rédemption, un film juste sur la fuite, la peur, la paranoïa. Et dans ce film, il y a pour moi un refus total de fascination. Il cherche pas à expliquer Mengele, qu'est-ce qu'il est, lui donner une épaisseur psychologique. Il montre simplement un homme, ça reste un homme, qui rétrécit, qui est obsédé par son impunité, hanté par ses crimes, mais incapable de remords. Et cette mise en scène est complètement au service de ce propos. Elle est très belle, somptueuse, mais ne le rend pas beau, ni ne le rend pas intéressant pour autant, et rend uniquement la tension, l'étouffement, et tout ce qui devient glaçant de par la vie et la cavale de cet homme. Et c'est en racontant la disparition physique de Mengele qui met en lumière l'échec de la justice qui, pour lui, n'est jamais arrivé, si ce n'est par la mort. Donc c'était un sujet intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de traitements, il y a eu des grands chefs-d'œuvre, je pense encore à La Zone d'intérêt. Donc c'était fort de pouvoir encore raconter quelque chose et surtout sur ce personnage-là qui n'avait pas été fait. Des documentaires, beaucoup de choses, mais il y avait juste Ces garçons qui venaient du Brésil avec Gregory Peck et James Mason. Oui. Très bon film sur justement la chasse de Joseph Mengele. Oui. Bon, ce film a beaucoup divisé. Moi, je suis plutôt dans ton camp. Hein. J'ai beaucoup apprécié, mais il a pas mal divisé, notamment avec une séquence extrêmement choc, dont je ne dirai rien de plus, mais qui secoue. Et je pense que tu vois de laquelle je parle, évidemment. Oui. Mais voilà, ça reste un film important de cette année, je pense. On passe du coup au top de Louise. Alors d'ailleurs, petite anecdote, les 2 films préférés de Louise et de Christina sont les mêmes cette année. Hein. C'est Tardès de Soledad et Sirat. Voilà. Les meilleurs films. C'est quoi, c'est Girl Les Power réalisateurs espagnols sont à la mode. Hasard. On sait pas. Ils ont fait exprès, on non sait pas. Les sœurs parler, jumelles, quoi. avant. Non. Les Demoiselles de Rochefort. Voilà. C'est ça. Et donc, Cocorico, parce qu'il y a quand même 3 films français dans le classement de Louise, ça fait toujours plaisir. Hein. Nino, presque 4. Apprendre et il y a une presque réalisatrice 4. française, mais qui a fait un film belge. 3,5, Voilà, on va dire. on vous croit. Voilà. Et peux-tu nous parler d'ailleurs du film de Guillaume Braque, Ce n'est qu'un au revoir, puisqu'il est passé malheureusement inaperçu, mais tu vas le défendre. Il est carrément passé inaperçu. Toutes les personnes à qui j'en parle ne l'ont pas vu. Et c'est bien dommage. Donc c'est un super documentaire. Vraiment, on passe du sud au nord de la France. On passe d'un lycée à un autre. On voit 2 jeunesses. Et c'est un diptyque d'une grande délicatesse sur les rêves et les craintes des jeunes.
C'est un sujet passionnant. Ça donne envie de revivre ses 17 ans. Et c'est à voir absolument. Et il faut quand même prévoir un bon paquet de mouchoirs. Voilà. Il est disponible sur Prime Video pour ceux qui ont Prime Video. Pour ceux qui veulent le rattrapage. Moi, je vais essayer de le voir parce que j'adore tous les autres films de Guillaume Braque, notamment Un monde sans femmes avec Vincent Macaigne, voilà, que j'adore. Merci Louise. On passe à Mister Thibault. Alors lui, c'est Sirat aussi, mais c'est L'Agent secret. Ouais. Son deuxième film de l'année. Et en troisième position, tu es le seul à le défendre, et ça tombe bien parce que tu vas nous en parler. Tu as proposé The Neon People de Jean-Baptiste Toré. Mais de quoi s'agit-il, Mister Thibault ? J'avais déjà évoqué le film le mois dernier de façon assez dithyrambique, mais j'ai été coupé au montage. Et donc, pour ceux du podcast, vous ne serez pas étonnés de le retrouver dans mon top. Et je suis très heureux d'en reparler parce que le documentaire de Jean-Baptiste Toré a connu une sortie très confidentielle avec moins de 10 copies. En comparaison, si vous ne savez pas, Avatar 3, c'est 728 copies et ça reste encore un chiffre bas. Il y a eu très peu de communication et une campagne promotionnelle quasi inexistante. À l'arrivée, il y a 1600 entrées et c'est bien dommage. Alors, pour rappel, c'est un documentaire sur la vie des personnes qui vivent dans le réseau de canalisation de Las Vegas. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 personnes qui ont un domicile de fortune dans les tunnels d'évacuation de la ville du Nevada. Et Torres s'intéresse à quelques-unes de ces Américains au parcours cabossé, et il le fait bien avec une équipe réduite. Il arrive à magnifier des endroits qui pourraient paraître sordides parce que derrière, il y a de la pauvreté, il y a de la misère sociale, il y a des addictions. Sauf que Torres, il les filme comme le ferait Carpenter dans Invasion Los Angeles. Ce début très documentaire dont on avait parlé dans une précédente émission. Et avec la photographie d'un long métrage de Michael Mann. Alors, si vous voulez déshumaniser les gens, c'est simple, regardez n'importe quel reportage sur le tunnel abandonné de Châtelet-Léal, avec des gens floutés, on cadre la caméra, on cadre en caméra portée et on filme les immondices et on ne caractérise jamais ces personnages qu'à travers leur addiction. Dans The Neon People, c'est le contre-pied total. Toré, à travers ses choix de mise en scène, il réhumanise ses protagonistes, leur donnant un écrin cinématographique que la société leur refuse. Et en définitive, on reste marqué par les récits et les visages de Brandy, Scott, Marie, Terence, Jerry et les autres. C'est très très beau. Merci Mister Thibault, je pense que ça pourra toucher des auditrices et des auditeurs. On passe à Julien. Alors Julien, c'est comme l'an dernier, c'est le pro américain, donc 6 films américains sur 10. Tout de suite. Et le pro comédie. Le pro plateforme aussi, t'es le seul chroniqueur à défendre 3 films issus de plateformes, donc House of Dynamite, Warfare et Train Dreams. Revenons du coup sur ce Train Dreams que tu as placé deuxième meilleur film de l'année après Tardes de Soledad. Donc je suis curieux de capote c'est vrai, ce film. C'est vrai, pourtant j'ai pas d'action encore chez Netflix là, mais c'est vrai. Pourtant l'action est montée un peu trop haut là, je peux plus en acheter. Mais concernant Train Dreams, alors effectivement moi c'est la bonne surprise. Je sais qu'on est quelques-uns à l'avoir vu et à l'avoir apprécié. Je sais pas, moi, le film est vraiment tombé au bon moment pour moi. Je l'ai vu juste avant Noël et c'était vraiment une très bonne surprise Netflix, sachant que sur Netflix, les productions, c'est quand même... c'est pas des productions très premium et de très grande qualité. Et par quelques-unes, il y a eu Fincher, Scorsese, etc. Mais là, vraiment... Non, mais là, t'arrives en fin d'année. C'est-à-dire que c'est en fin d'année, Netflix, ils sortent leurs poulains pour les cérémonies de prix. Ça y est, il y a le timing aussi. Il y a le timing, juste tu vois, avant les Oscars, qui peut jouer, Et donc moi je connaissais même pas ce qu'avait fait le réalisateur là, Clint Bentley, là, assez confidentiel, je sais pas ce qu'il avait fait avant. Et je trouvais vraiment que c'était une œuvre fondatrice là, qui m'a beaucoup plu, même au niveau du message. Alors il y a des accents un peu malikiens, je sais pas pourquoi j'ai lu ça dans des critiques, mais moi je trouve pas vraiment. Ah, si, je trouve pas vraiment. Il y a une belle contemplation. Ouais, c'est ça, mais c'est comme quand tu dis qu'un film est lynchien, c'est comme tu dis qu'un film est malikien, j'entends ça maintenant, alors que tu vois, c'est un peu facile de dire ça, puisque finalement le film est souvent une adaptation, je trouve le film très littéraire, avec une voix off très réussie, un casting très réussi avec Joel Edgerton, on n'en parle pas assez, mais qui est un excellent acteur. Qui n'est pas autant médiatisé que d'autres acteurs américains, mais on commence à le voir dans vraiment de très bons films d'auteur. Il est pas australien. T'as William H. Macy en second rôle. Ah, il est peut-être australien ? Oui, j'ai un doute. Bon, bref. Si, oui. Ouais, je crois que t'as raison, il est australien. Donc il porte le film dans chaque plan, et je trouve que c'était une fresque qui parle très bien de l'Amérique et de ce qu'elle était en train de devenir, tu sais, au tournant de la révolution industrielle, enfin la deuxième révolution industrielle du train. Le train
Et donc moi, ça m'a vraiment parlé avec un message très philosophique à la fin qui, certains diront de comptoir, mais non. Personnellement, moi, ça m'a parlé, ça m'a parlé énormément parce que le film est suffisamment crédible et vraiment pas du tout manichéen. Donc franchement, moi, je conseille de le voir. Ça dure 2 heures quand même et c'est sur Netflix. Voilà. Ouais, moi j'ai adoré aussi. Vraiment, c'est aux portes de mon top. J'ai adoré ce film. Bah oui, tiens. J'ai trouvé qu'il était vraiment. Ah oui, mais bon, il faut en choisir 10. Je trouvais que c'est un film magnifique, un sujet qui est rarement traité, d'une personne qui est pas dans les mythes fondateurs américains, qui est une personne à côté, mais qui a une histoire. C'est le Kidam, mais qui a une belle histoire. Et voilà, je trouve, comme tu dis, la narration, elle est très belle. Je me suis fait porter par ce film. J'étais sur un petit nuage. Vraiment. Je le recommande aussi. Ouais. Alors merci les gars. Donc pour les auditrices et les auditeurs, le film est sur Netflix et moi il était aux portes non pas de mon top mais aux portes de mon flop. Mais voilà, chacun. Dommage, on aurait pu faire une bonne petite battle là. Donc on passe au Dr Raymond qui plébiscite un film japonais que j'ai beaucoup apprécié. C'est En boucle de Junta Yamaguchi. On vous écoute Dr Raymond sur ce film. Qu'est-ce qui vous a plu ? Oui, j'avais envie de proposer effectivement un petit peu une ouverture dans ce top 10. Donc c'est vrai que forcément on va être amené à truster pas mal des grandes productions cinématographiques dont on va reparler, qui sont des cinémas malgré tout très 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 occidentaux. Mais j'aime bien aussi ouvrir vers quelque chose d'autre, et vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir cette année, c'est ce petit film En boucle, donc film japonais fantastique, et qui va nous raconter un sujet qui ma foi en vaut un autre. Situé dans une petite auberge rurale dans la montagne japonaise, on a l'activité de tous les jours qui se déroule jusqu'à un moment. Le temps s'arrête tout d'un coup, à 13h56. Tout d'un coup, le temps s'arrête, ou plus exactement, le temps repart en boucle. C'est-à-dire que les protagonistes, les habitants de cet hôtel, de cette pension de famille, et même tout le quartier alentour, semblent contraints de devoir se retrouver à 13h56, là où ils étaient avant, donc une petite boucle de 2 minutes. Et effectivement, au fur et à mesure, ils commencent à prendre conscience de cette situation. Et ils vont essayer de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour se sortir précisément de cet éternel recommencement. Et c'est à la fois des histoires de boucles temporelles, bien entendu. On en a vu d'autres, y compris d'autres de ce même réalisateur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de prendre cette donnée et de jouer un petit peu avec. Parce qu'effectivement, on va avoir la volonté des gens qui vont très vite se rendre compte de cet état de fait et qui vont chercher tous les moyens pour arriver à en sortir, à progresser, à ce que cette boucle ne soit pas juste du temps qui tourne en rond, mais essayer d'élaborer des choses, donc trouver tout un tas de stratégies. Il y a un côté vraiment très très ludique dans cette volonté de comment organiser cette boucle, cette séquence de 2 minutes. Donc là, il y a tout un tas de métaphores, que ce soit des métaphores cinématographiques ou des métaphores vidéoludiques, bien entendu, qui viennent à l'esprit. Mais ce que j'aimerais mettre en avant avant tout, c'est le côté frais et charmant de ce film. Alors, ce qui m'a un petit peu effectivement étonné, c'est que la critique en a parlé, mais l'a un petit peu écarté, comme si c'était un film mineur, une petite fantaisie, etc., etc. Il y a beaucoup de qualificatifs un petit peu, je ne veux pas dire méprisants, mais du moins un petit peu minoritaires autour de ce film. Et c'est dommage parce que je trouve que on a vraiment besoin justement de ces films qui sont capables d'exister précisément comme objet pur de divertissement cinématographique. C'est-à-dire que c'est un film qui ne cherche vraiment pas à transmettre de grands messages très très profonds. Voilà, il porte son message en lui-même, il est très très transparent par rapport à ce qu'il propose, et surtout c'est un film qui le fait avec une absence totale de cynisme, donc ce qui est quelque chose de très très reposant et très très agréable. Ils se sont pas sentis obligés de faire semblant d'être grave, d'être sérieux ou d'avoir des thématiques profondes pour être intelligent. Non, c'est un film qui est fait avec énormément de cœur, avec des comédiens qui viennent pour la plupart du théâtre, donc qui ajoutent une qualité
théâtrale, de fraîcheur théâtrale vraiment à ce projet. Et c'est ça que j'ai envie un petit peu de mettre en avant justement, c'est cet aspect de pur divertissement qui repose entièrement sur son concept, qui cherche pas à être une métaphore exceptionnelle de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond, d'un sujet politique, etc., etc. C'est vraiment une aventure, une réflexion qui est posée comme telle et qui au final est quelque chose de, encore une fois, extrêmement rafraîchissant, et j'avais envie d'en parler un petit peu dans mon top. Ah bah tu l'as vraiment bien défendu, Tu l'as parce que bien moi, vendu. je l'ai vu, et pareil, je trouve que c'est un film. Moi, ce que j'adore dans ce film, c'est que il y a plusieurs personnages, et ce qui est intelligent, c'est de voir que chacun réagit différemment à ce qui lui arrive, parce que quand on met du temps à se rendre compte qu'on vit les 2 mêmes minutes depuis un certain temps, et certains s'en rendent compte plus vite que d'autres. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est vraiment le côté, chaque personnage est très très bien défini et très bien interprété. Donc Oui, c'est un film choral ouais, justement, c'est un film et choral. ça marche vraiment à son Alors, avantage. ce qui est marrant, c'est que son film précédent, justement, le film précédent de Yamaguchi, c'était donc Beyond the Infinite 2 Minutes, qui était dans le top 10 de Eddie il y a 2-3 ans. Et maintenant, celui-là est dans ton top, donc c'est bien, on continue à plébisciter ce réalisateur, et c'est une bonne chose, je trouve. Et on avait un autre film de boucle temporelle japonais l'année dernière dans les tops aussi, comme un lundi. Comme un lundi, qui était aussi dans celui de Eddie, d'ailleurs. Voilà. Toujours le Voilà. même. Monsieur... Oui, Voilà. mais là, il était aux portes du top, mais comme on l'a dit précédemment, il faut choisir. Donc, Et voilà. il n'a pas pu être dans le mien C'est comme cette ça. année. Voilà. Et donc, quant à moi, justement, c'est bien d'enchaîner, parce que j'ai placé 5 films asiatiques. Alors, Julien, quand il y a un film américain, ça l'attire. Moi, quand c'est un film asiatique, bim, j'y vais. Et donc, au final, j'ai 5 films asiatiques sur 10. Logique. Et donc, dont un chef-d'œuvre pour moi, qui s'appelle Résurrection de Bigan, hein, dont on en a un petit peu parlé déjà, et qui est tout en haut de mon top, suivi par Le Rire et le Couteau. J'en ai parlé aussi un petit peu cet été, Le Joyau portugais. Et Black Dog, donc la belle surprise encore de Chine. En 6e position, j'ai voulu défendre un film thaïlandais qui s'appelle Fantôme Utile, qui est un premier film attention j'y vais, de Ratchapoom Boonbun Chachok. Voilà, j'ai réussi. Bon, premier coup. Donc, Tu parles super bien le ouais, thaïlandais. je me suis entraîné. Alors c'était le grand prix de la semaine de la critique à Cannes cette année. Alors le pitch, il est tout simplement génial. C'est l'histoire d'un homme qui est en deuil et qui voit l'esprit de sa femme revenir sous la forme d'un aspirateur. Voilà. Oui, il c'est- paraissait longtemps à l'affiche encore. Ah non, On peut non, le voir. il fallait le noter celui-là. Voilà, donc en gros, l'audace est folle. Le réalisateur, il nous embarque dans un maelstrom d'images absurdes, émouvantes, drôles, politiques, inattendues. Et ce qui est rare, je dirais, ces derniers temps, c'est qu'il assume tout. Il va jusqu'au bout de son idée et il reste cohérent. C'est corrosif, c'est subversif, c'est couillu, c'est poétique, c'est mélancolique. On pense à Kitano, à Mizoguchi, à Gilliam, à Buñuel. Enfin, pour moi, Ah oui, carrément. en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai dit le pitch tout à l'heure, tu t'attends à une petite comédie, mais en fait, ça va tellement loin, ça va beaucoup plus loin. Et moi, j'étais consterné, surréalisme, ouais, c'était jouissif, quoi. Enfin voilà, donc procurez-vous ce film, c'est un plaisir garanti. On revient à la liste de Eddie qui cite Life of Chuck, dont on va revenir dessus plus tard. Il cite Évanoui, donc c'est Julien qui va revenir dessus. Résurrection aussi. Le aussi. dossier Mal d'aurore de Fabrice Duvels et Together de Michael Shanks. C'est un premier film aussi qui est sorti l'été dernier. Pourquoi est-il dans ton top? Alors moi j'ai bien aimé, donc mais vas-y, on t'écoute. Parce que c'est Together. un très bon film. Alors, Voilà. Ah, c'est tout. Allez, au revoir. Bonne soirée. pour donner un petit peu le contexte de l'histoire, on suit un couple qui va quitter une métropole pour aller s'installer à la campagne. Et ça suit un petit peu les vagues post-Covid de on a envie de changer d'air, on a envie d'être sur quelque chose de plus nature, etc. Et ils vont s'installer dans un petit village dans lequel il y a, en apparence tout du moins, une grande unité. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est très sympathique, et au fur et à mesure, il y a quand même quelque chose qui se dégage de tout ça, c'est la notion où il faut que le couple soit toujours une unité, et la séparation, le fait même de juste physiquement être à des endroits différents, ne pas penser à la même chose, etc., est un problème, et au fur et à mesure, ça va permettre au film de basculer dans du body horror pour construire tout un discours qui réussit à aller vers
une sorte de... Donc, vers du body horror, vers de la poésie, vers de la romance, et à tordre un peu les éléments pour aller à la fin vers quelque chose qui à la fois est une sorte de happy end, et en même temps c'est un peu étrange et un peu retors, donc je trouve que c'est intéressant comme film. Ouais, et Dave Franco est très très bon. Ouais, intéressant, mais j'ai préféré Substitution. Parce que t'as cité tous les bons films d'horreur, hein, ils se présentent, évanouis, mais j'ai préféré Substitution à Together. Ah, Substitution qui est sorti cet été aussi. Oui. C'est un petit peu sur les mêmes, sur certaines thématiques, mais après ils vont pas sur les mêmes. Non. C'est pas très horreur. C'est-à-dire que dans les deux, il y a du body horror, mais ils sont pas sur le même sujet. Pas du tout sur le même registre, c'est certain. Ouais. Oui, et puis dans Together, il y a de l'humour. Quand même. Non, mais la scène dans l'école, elle est extraordinaire. Voilà. Oui. En plus, je voulais en parler, j'y ai même pas pensé. C'est la scène du film. Substitution est pas très drôle quand même. Substitution, il est bien, non. Il est pas drôle. Non, pas du tout. Bon bah. Alors qu'Évanouis merci est à drôle. toi, Eddy. Alors qu'Évanouis, il y a de l'humour. On va y venir après parce qu'il faut forcément en parler. On va déjà revenir au top de Christina. Et tu as la chance, Christina, de convaincre, parce qu'il est encore à l'affiche, donc il y en a qui l'ont peut-être pas vu, les auditrices et les auditeurs d'aller voir L'Agent secret, qui est dans le top de 24 images secondes, le 5e film du Brésilien Kleber Mendonça Filho. Et à noter d'ailleurs, avant d'en parler, la présence de Arco, donc la petite pépite du cinéma d'animation français sortie cet automne. Tu es la seule à l'avoir mis dans ton top et tu as bien fait. Moi, il était aux portes de mon top. Ah bah voilà, on fera des top 11 l'année prochaine. Voilà. Donc du coup, Christina, L'Agent secret, allez, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah oui, on l'a attendu jusqu'au mois de décembre et on n'a pas du tout été déçus parce que alors c'est vraiment un petit bijou. Mais oui. Et il est alors c'est assez impressionnant parce que la scène d'entrée du film résume absolument tout et génial. donne déjà toutes les clés du film. Donc on se retrouve dans les années 70 à Rio pendant le carnaval et il y a quelqu'un qui s'arrête dans une station-service et à côté pourrit un cadavre depuis plusieurs jours au bord de la route et tout le monde a l'air de trouver ça presque normal, j'ai envie de dire. Tout le monde s'en fout en tout cas, ça c'est certain. Et même la police. Donc voilà, le ton est donné et tout le film, tout est là déjà concernant le film. Et après, on suit Marcelo, qui est incarné par un Wagner Moura absolument incroyable. C'est pas pour rien qu'il a eu son prix à Cannes, mais incroyable de retenue. Bah justement, ce personnage, il est flou. On ne sait pas trop qui il est, pourquoi, où il va, et pourquoi et quelles raisons. Donc c'est aussi ça le sujet. Mais c'est le carnaval de Rio. Mais après, et tu parles de Recife, c'est très très juste parce que Recife, donc il y a une reconstitution des années 70, mais une ville, Recife, qui est un personnage à part entière. Et vraiment, les réalisateurs, il y en a très peu qui, comme Kleber Mendonça Filho, arrivent à faire comme ça, à filmer, à rendre un personnage, parce qu'il y a des mises en scène, notamment à la scène du carnaval, où ce qui se passe, la manière dont c'est filmé, le récit raconte quelque chose dans la mise en scène. Et c'est le grand brio du film, parmi aussi d'autres, ce que j'ai cité, l'interprétation, mais la manière dont la mise en scène est vraiment hallucinante. Et il mélange en plus humour noir, bien sûr, tension politique, chaleur humaine. Et c'est un film qui est profondément inquiétant, profondément politique, et puis qui reste longtemps en tête. Donc je pense que c'est un grand film et que le Brésil était aussi à l'honneur dans mon top. L'autre est aussi un film extraordinaire, Ainda Estou Aqui, je suis toujours là. Mais celui-ci, pour ses qualités cinématographiques, vraiment celui-ci, L'Agent secret, ne le ratez pas pour ceux qui ont encore l'opportunité de le voir en salle. Ah oui, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un des très grands films de l'année, ça c'est clair. Il est deuxième, je le révèle, dans le top 24 images secondes, il est deuxième. Donc, et c'est mérité, et moi aussi je l'avais vu donc juste après Cannes, et je l'ai pas oublié, il est resté vraiment bien ancré, comme tu l'as dit, en tête. C'est vrai qu'il du grand, pour moi j'ai trouvé ça, c'était du grand spectacle, il mélange film d'auteur et film populaire, et film de genre. C'est le genre de film qu'on a envie de voir, et film de genre coupée. Évidemment. La jambe coupée, j'ai longtemps cherché à savoir ce que ça voulait dire.
Et pour l'aparté, Recife a longtemps été une grande ville très cinématographique à côté de Sao Paulo et de Rio. Il y a eu à un moment, au début de l'histoire du cinéma brésilien, il y a eu beaucoup plus de réalisations qui étaient faites à Recife que dans les autres villes. Ah, c'est bon à savoir. Merci. Bon bah merci Christina. Revenons au top de Louise. En plus de soutenir Vermiglio dont on a parlé, Left Handed Girl, le premier film taïwanais entièrement tourné à l'iPhone dont on n'aura pas le temps d'en parler. Donc tu as été emporté comme Mr Thibault du coup, par le deuxième film de l'Australien Adam Elliott, Mémoire d'un escargot, un film d'animation qui était sorti en janvier, je me souviens très bien, un film en stop motion. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que c'est pour toi ce film? Mémoire d'un escargot, déjà c'est un dessin, donc comme tu l'as dit, en stop motion, donc c'est un genre enfin l'animation en général, c'est un genre que j'évite de rater, même si c'est difficile d'aller le voir au cinéma, vu que comme on en discutait en off avant, c'est souvent en plein milieu de l'après-midi, donc c'est bref. Mais je trouve toujours un petit moment pour réussir à voir les films d'animation. Et c'est l'histoire de la très triste vie de Grace qui entretient une relation épistolaire avec son frère jumeau Gilbert, dont elle a été séparée petite suite à la mort subite de son papa alcoolique. Le vent tourne quand Grace rencontre Pinky, grand-mère punk salvatrice, qui va lui apprendre à vivre un peu différemment. Grace, elle a une lubie qui est de collectionner des escargots. C'est à la fois hyper drôle, à la fois hyper triste. C'est l'histoire, c'est juste passionnant. Humour très dark. Et là, on en sort un peu vidé, mais c'est vraiment cathartique. Donc, comme pour Ce n'est qu'un au revoir, je conseillerais de venir avec un paquet de mouchoirs. Mais il faut vraiment voir ce film, c'est vraiment génial. Voilà, entièrement d'accord. Moi aussi, ça m'a bouleversé. Pareil, un film très très bouleversant, drôle, dérangeant. Je suis totalement d'accord. Comme son premier, je sais pas si vous l'avez vu, Marie et Max à l'époque. Oui, Marie et Max, ouais. C'était déjà. Alors d'ailleurs, moi j'avais peur au début de Mémoire d'un escargot. Je dis ouh la vache, il nous refait le même truc et tout. Et finalement, oui, il a une patte, mais heureusement, il raconte autre chose qui est tout aussi. Les deux films, en fait, le mec, pour l'instant, il a fait un sans faute. Les deux films, pour moi, sont vraiment sont extrêmement touchants, quoi. Voilà. Bon Thibaut, d'ailleurs, on revient à ton top, à toi. Ah, oui. Donc on y retrouve Black Dog, on y retrouve Évanoui, on y retrouve Dossier 137 dont on a parlé le mois dernier, On vous croit aussi. La voix, alors voilà, on y retrouve aussi la voix de In Rajab, de Kauter Ben Anya, qui est la réalisatrice des filles d'Olpha, qui était sortie il y a 2-3 ans, qui a vu d'ailleurs un beau succès, prix, je crois, un beau succès aussi. Critique. Et là, donc la voix de In Rajab a eu le grand prix du jury au dernier festival de Venise, quand Jarmusch remportait le Lion d'Or. Donc si ce film est en 4e position dans ton top, c'est que tu l'as apprécié, logiquement. Et tu vas nous en dire quelques mots. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que franchement, concernant la voix d'In Rajab, je me suis longtemps posé la question si je le mettais dans le top. Parce que pendant tout le film, j'étais à la fois pris dans le récit, qu'on sait réel, et très embarrassé par le dispositif cinématographique. Pour spécifier à nos auditeurs, le film suit un centre d'appel de secours du Croissant Rouge palestinien. Il y a une fillette de 6 ans qui les appelle en détresse. Elle est bloquée dans une voiture où elle est la seule survivante et elle est prise dans les tirs des soldats israéliens. Le procédé du film, c'est que tout ce qui vient du Croissant Rouge palestinien est joué par des comédiens avec une partie fictionnelle. Par contre, tous les échanges téléphoniques avec la petite fille sont réels. Il en résulte un procédé qui peut être vu comme problématique, ce qui a été mon cas, que ce soit sur un plan éthique ou juste narratif, et parce que tout ça donne l'impression que le film nous oblige à avoir une surémotion. C'est l'exploitation d'un drame humain et tragique. Surtout qu'à côté, la mise en scène, elle se démarque pas du tout par le talent, et reste très appliquée, un peu plan-plan. Avec tout ça, on pourrait légitimement se demander pourquoi je mets le film dans mon top. Parce qu'au bout du compte, la voix d'Indy Rajab, ça a marché sur moi. Ne connaissant pas l'histoire et surtout l'issue de celle-ci, je me suis pris une grosse charge émotionnelle. Le récit ne cherche pas à expliquer le conflit ou le contexte politique. Et, dans un sens, il a une certaine neutralité, même s'il propose une vision unilatérale. On ne voit la situation que du côté du secours palestinien. Mais le film ne se pose jamais la question sur le conflit israélo-palestinien en tant que tel. Enfin, il a le mérite de mettre en lumière une tragédie humaine et une réalité guerrière que tous les bellicistes des chaînes info tournent en caricature, préférant une réflexion binaire et manichéenne sur la situation actuelle du conflit israélo-palestinien.
Et en définitive, l'aspect essentiel de ce film, c'est de donner la voix au chapitre à une population qui est réduite au silence, les enfants palestiniens, victimes collatérales d'une guerre dont la propagande vous dit qu'ils sont juste des boucliers humains, au service du Hamas. Et à la fin du film, mon questionnement sur le procédé cinématographique a disparu, laissant la place à une vague d'émotions. Alors, problématique, c'est possible, mais c'est terriblement efficace. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça. Enfin, j'entends le questionnement sur le problématique de mettre une vraie voix, mais en même temps, je trouve qu'il y a presque une portée un peu documentaire. Du coup, bon, malheureusement, il y a pas. Enfin, je spoil carrément en disant ça, mais il n'y a pas l'accord de la fillette et de sa famille pour valider la présence de sa voix. Mais je trouve ça. J'espère que ça n'a pas été fait avec une intention de surenchérir l'émotion. Mais non, je pense pas, et c'est pour ça qu'il est dans mon top au final. C'est Ouais. vraiment. Mais pendant tout le film, j'ai eu un vrai problème sur ça. Après, ils ont tenté des trucs sur la mise en scène pour. Parce qu'il y a des moments où c'est bizarre d'avoir la vraie voix de la petite fille et la vraie voix de la personne qui est au téléphone avec elle, et du coup, il faut trouver des petits trucs et astuces pour pas qu'on voit qu'en fait, c'est pas l'actrice qui parle, mais je sais pas quoi. Et ça, parfois, c'était un peu. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça hyper bien réalisé sur certains points. C'est plus ça qui m'a un peu fait sortir parfois du film. J'aurais presque préféré en fait un documentaire qu'une fiction, même si je trouve que c'est chouette qu'ils aient tenté un truc, et après j'entends tous les arguments sur l'éthique, etc. Ouais, c'est pareil, je l'ai vu hier, donc du coup c'est très frais. Et ouais, bon après voilà, je sais pas comment dire, mais moi j'ai pas eu d'émotion parce que de toute façon j'ai plus de larmes en ce moment, enfin bref. Et donc du coup fallait peut-être pas que je le voie hier, mais en tout cas du coup j'ai vu que les défauts de ce film. J'ai pas arrêté d'en voir partout d'ailleurs. Et en fait, dès la 5e minute, à peine la petite fille elle parle, l'acteur qui est au téléphone, il est déjà en larmes. Ok, oui, c'est sûr, elle est dans une bagnole, c'est horrible et tout. Et enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était rapide. Enfin, et on est déjà bouleversé de ouf tout de suite. Et ça n'arrête pas. Bon, après voilà. Mais c'est un film intéressant. Moi, j'avais trouvé que le concept de Fidolfa, son film précédent, cette réalisatrice tunisienne, était intéressant parce que du coup voilà, c'était 2 filles qui partaient dans une secte, et puis il y avait des actrices qui jouaient la place des filles, mais par contre la mère était la vraie mère, donc c'était un mélange de documentaire et de fiction aussi. Voilà, là aussi c'est un parti pris, et il y a juste un moment, voilà, quand on mélange les voix de vrai et pas vrai, moi je trouvais ça un peu lourd, et à un moment il y a même carrément avec le téléphone, on voit carrément même Oui, c'est cette scène qui m'a gênée. Voilà, moi Pareil. sur cette scène-là, j'étais là, non, non. Et puis en vérité, il y a des scènes aussi qui sont là par pur explicatif. Je veux dire, le mec qui explique que tous les secouristes ont été tués avant, on le sait qu'elle n'existe pas. Et c'est une dramaturgie qui est créée, de le savoir quand même. Oui. En fait, le problème, c'est que c'est pas très bien joué la plupart du temps. Enfin, moi, le mec qui joue, le mec qui prend en charge l'appel au début, Omar. qui est a priori encore en train d'être formé, voilà, Omar. Il joue vachement dans l'impulsif, l'émotif, très rapidement. T'es là genre waouh, calme-toi. Enfin, il entend pas les arguments du mec qui est over. Enfin, le gars qui coordonne, il est au contraire hyper professionnel et hyper buté dans son truc. Enfin, en fait, ils sont un peu trop. Je trouve que c'est un peu des caricatures. Enfin, archétypaux. Voilà. C'est un film qui, la charge émotionnelle fonctionne sur beaucoup de gens, notamment Adrien, donc, qui était là, notre invité du mois dernier, a beaucoup aimé ce film, comme plein de gens. Et Venise, ils lui ont mis le grand prix du jury. Donc, mais voilà. c'est un super film. Enfin, ça reste un film important. Ouais, c'est un film important, mais faut pas. Et c'est vraiment pour donner voix au chapitre à cette petite, où là ça marche, mais pour le reste, c'est pas la claque cinématographique de l'année non plus. Non, mais c'est un bel hommage, effectivement, le courage de cette petite fille et de ces gens. Voilà, donc on y arrive, Julien, on en a beaucoup parlé, alors malheureusement pas dans notre émission, parce qu'on avait décidé de parler de Wes Anderson et de Harry Astor cet été. Voilà. Ouais. On s'est trompé peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Du coup, tu vas en parler maintenant. Donc, Évanoui de Zach Cregger, qui a fait un méga carton. Et il est dans ton top 10, et c'est normal, il était aux portes du mien aussi. Comme beaucoup, on est quelques-uns. Voilà. Donc, dont Edouard et Thibaut, là, je crois. Oui. Edouard et Thibaut aussi. C'est ma meilleure séance de cinéma de l'année. Voilà, écoute, Julien, apparemment, toi aussi, t'as bien aimé. Qu'est-ce que tu as pensé et pourquoi il est dans ton top 10 ? Exactement. Pour rebondir sur ce qu'a dit Mr. Thibaut, c'est quand même une excellente séance de cinéma, quoi. Tout simplement parce qu'on se fait dessus.
on se fait dessus pendant qu'on regarde ce film, tout simplement. Quel argument. Ça donne envie. Quel argument. Non mais en fait, je voulais juste voir un putain de bon film d'horreur. Et en fait, quand tu vas voir ce film-là, il y a quand même 2-3 scènes Mais quelle vulgarité. où je me souviens. On se fait C'est dessus juste d'un l'émotion qui putain de parle. film. C'est juste l'émotion qui parle. C'est juste que à un moment donné, on est plusieurs ici à avoir vu un paquet de films fantastiques et un paquet de films d'horreur. Donc on est un peu blasé, un peu cynique. Exigeant. De 30-40 ans de cinéphilie. Voilà. Exigeant aussi. Et il n'y a plus grand chose, enfin c'est difficile de nous faire sursauter. Et Craig Zeller, je suis désolé, mais il a encore réussi après Barbare. Ouais, et je 2 me fois de souviens de suite. l'impact dans la salle. D'habitude dans la salle, tu sais, il y en a, ils mangent des pop-corn, tu sais, dans le public de films d'horreur. Il y en a beaucoup qui bouffent des pop-corn ou qui se marrent avec leurs copines, leurs copains, tout ça. Bah, t'as 2 mécanismes face au film d'horreur, c'est toujours le rire Voilà. ou l'effroi. Voilà. Et là, là c'était l'effroi. Dans la salle, je me souviens très bien. Après, le film a cette qualité d'avoir des moments de respiration. Et c'est très bien d'ailleurs parce que l'intensité horrifique est présente. Donc, mais si c'était tout le film, ce serait trop pour le spectateur. Et justement, son intelligence, c'est d'avoir un script très bien écrit, donc qui alterne les moments de respiration et d'intensité. Et les moments d'intensité, il y en a bien 2 ou 3. Et je me souviens de la salle, et toute la salle a fait silence, quoi. Tu vois. Et donc, ça prouve que ça fonctionne, purement et simplement. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le film ne part pas dans la surinterprétation. Tout le monde, il y a plein de messages dans le film. On voit ce qu'on veut, du social, du politique. Craig Zeller, en interview, il dit non, j'ai juste mis beaucoup de moi-même dans le film. Beaucoup de visions de mon enfance dans les banlieues américaines dans le film. Et puis ça suffit, quoi. Ça va pas. Je pense pas qu'il faut s'attendre à une lecture très politique du film. C'est en tout cas un excellent film de genre porté par un très bon casting. J'ai plus les noms en tête de tout le monde là, mais Josh Brolin déjà. Josh Brolin pour le plus connu. Et celle qui joue la tante Gladys, évidemment. Ah, la femme de Ed Harris. Ah oui, exact. Et là, elle a son. Amy Madigan, c'est pas ça C'est ça, c'est elle. Donc j'espère qu'elle va certainement être nommée, je pense peut-être à l'Oscar du meilleur second rôle. Ce serait bien. Elle est incroyable dans le film, incroyable. Je pense qu'elle a marqué un peu le. Ouais, elle fait partie des personnages cinématographiques de l'année. Ouais, c'est clair. Oui. Dans la forêt là. Par son look. Ah là là, elle est géniale. J'ai envie d'avoir d'autres films sur elle, tellement elle est géniale. Il y a un film sur elle en préparation. Mais c'est la force aussi de l'interprétation. Mais voilà, ouais, complètement. Mais alors moi, le seul petit bémol du film, c'est que évidemment, comme c'est très high concept, comme évidemment des enfants qui disparaissent à 2h17 en même temps dans une petite ville. Donc ça commence très fort et forcément pour garder un tel rythme, c'est très difficile pour n'importe quel réalisateur. Donc le petit bémol, c'est quand ça devient un peu plus explicatif sur la fin, parce que tu perds en mystère. Moi, le problème que j'ai sur le film, et je m'en accommode très bien, c'est que la voix off te dit quelque chose au début qui est juste faux. Et Eddie me l'avait déjà fait souligner, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que... Elle n'était pas prévue au départ, ils ont voulu la raconter pour mettre les spectateurs dans une espèce d'ambiance, et ça marche. C'est-à-dire que ça donne tout de suite un ton, et que en vrai, quand t'es dans le film, t'es pas en train de réfléchir à ce qu'on t'a dit il y a 2 heures. Ouais. Mais à plat, en vrai, ça marche pas ce qu'on t'a dit au début. Mais c'est vrai. Le film fonctionne et ça fait un mais faux ça rebondissement, fonctionne, on va dire. Voilà, ça... Alors moi, j'ajouterais aussi qu'on l'a vu donc avec Eddie et d'autres potes et que là, je dirais pas ce qui se passe, mais le final, on était explosé de rire parce que tu parles de la tension dramatique du film d'horreur, mais il y a un moment, ça part à volo et tant mieux. Je sais pas vous, mais moi déjà Barbare arrive la deuxième moitié du film avec Justin Long qui apparaît. Moi, j'étais mort de rire sur ce personnage. Et bien sûr. Ah bah oui, c'est un connard aussi absolu. une façon dont le réalisateur de jouer avec les codes du film d'horreur pour avoir des scènes très dures. Tu disais que la salle fonctionnait. Moi, il y a des personnes qui ont hurlé derrière moi en salle, mais vraiment hurlé de terreur. Et derrière, c'est comme une catharsis, c'est-à-dire que tu vas en rire parce que ça devient soit ridicule, soit grand guignol, soit léger, et c'est volontaire. Et ça marche. Ah oui. Non, mais il a beaucoup de talent, ce gars-là. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aimais, c'est le chapitrage aussi de ce film, parce que à une époque, c'était un peu la mode à la Tarantino, Guy Ritchie, etc. Et souvent, c'est anecdotique, le chapitrage.
Et voilà. Et encore une fois, tu te dis, bon, c'est encore un truc un peu esthétique pour se la péter. Pas du tout. C'est encore une fois, c'est anecdotique. D'ailleurs, dans Barbare aussi, il retournait un peu dans le passé, Ouais. etc. Non, mais en fait, niveau narration et mise en scène, c'est un type qu'il faut suivre, je pense. Ouais, il maîtrise son sujet. Et on va aller voir. J'espère que voilà, le film sur Gladys sera réussi. Mais... Et, On verra. Nous verrons bien. le réalisateur est parti faire Nous en parlons pas. une énième adaptation de Resident Evil. Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors ça, je m'y attendais pas, mais parce que c'est un grand fan du jeu vidéo, c'est son jeu vidéo préféré. Et On on va lui a voir. dit, ça t'intéresse de faire ça? Bah, il a dit oui, mais il a dit qu'il allait faire quelque chose de ultra différent de ce De qui toute a façon, été fait avec vu ce Mila qui a été Jovovich. fait avant, il peut pas faire pire, en fait, je pense. C'est bien. Il peut faire que mieux. Voilà, c'est ce que je suis d'accord. Bon bah Inch'Allah. merci les gars pour Évanoui. Alors je vais citer au passage le top 10 de notre monteur Charlie, puisqu'il faut lui rendre hommage aussi. Et il nous Spécial a, dédicace. voilà, et son top 10, une bataille après l'autre en 1, Résurrection en 2, merci Charlie. L'agent secret, comme tout le monde, est dedans en 3. Un simple accident, la Palme d'Or en 4. Évanoui en 5. Valeur sentimentale, que Dr Raymond a mis aussi dans son top, il est en 6. Sirat, évidemment le classique, en 7. Reflet dans un diamant mort, que Charlie a aimé comme Eddie, en 8. Alors en 9, ce film pas très connu qui s'appelle If I Had Legs, I'd Kick You, avec Grosse Bayern, que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est qui quoi est ça? Très, C'est quoi très perturbant, un film de je ne sais Ouais, plus sur c'est quelle plateforme. Très très perturbant, on est vraiment dans la tête d'une femme qui n'aime pas le Ok. fait d'avoir un enfant, quoi. C'est un sujet Ah oui. assez rare. Ok. Et qui est traité avec beaucoup de métaphores. C'est pas parfait, mais moi j'ai bien aimé. Et en 10, il a mis Sinners, on va y revenir de toute façon. En fait, il a fait plaisir à tout le monde dans l'équipe. Et avant de passer aux déceptions, voici le top 10 2025 tant attendu de toute l'équipe de 24 images secondes déjà disponible sur les réseaux sociaux. En 1, donc le film de l'année est Sirat d'Oliver Latché. En 2, bim, directement, il rentre en deuxième position, L'agent secret de Kleber Mendonça Filho, il est sorti en décembre. En 3, Tardès de Soledad d'Albert Serra. En 4, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. En 5, Résurrection de Bigan, mon petit chouchou, je suis content qu'il soit là. En 6, Évanoui, Julien vient d'en parler, de Zach Krieger. En 7, Black Dog de Gwon Hu, donc deuxième film chinois de ce top. En 8, Mémoire d'un escargot, donc Louise vient de le plébisciter, donc de Adam Elliott. En 9, Dossier 137 de Dominique Moll, il fallait quand même un film français dans le top. Et en 10, ex aequo, Le rire et le couteau de Pedro Pino et Train Dreams de Clint Bentley, donc défendu par Julien en début d'émission. Voilà pour le top 10, 24 images secondes. Alors, sur Sinners, pour le Dr Raymond, on en parlera tout à l'heure aussi, puisqu'il est dans ton top, mais on le garde pour après. Et moi, je vais finir pour mon top. J'ai mis un film français qui est sorti fin décembre, qui est d'ailleurs pour moi, du coup, forcément le film français de l'année, puisque c'est le seul qui est dans mon top. C'est Laurent dans le vent. Voilà, 3 réalisateurs, Anton Balekjian, Léo Couture, Mathéo Stachon. C'est leur deuxième long. Il est sorti le 31 décembre, donc forcément, il est encore en salle, donc foncez-y. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme de 29 ans qui cherche un sens à sa vie, qui se retrouve dans une station de ski déserte. Et en fait, au gré de ses rencontres, on découvre un univers d'humanité, de douceur. Voilà, c'est un film attachant, décalé, drôle, triste, on passe du rire aux larmes. Enfin, c'est le genre de film que j'adore et en plus, il est extrêmement subtil. Donc, je vous conseille Laurent dans le vent. C'est avec plein de chansons de Manu Chao dedans. Et il y a effectivement une chanson de Manu Chao, je Il y en sais a plus qu'une, laquelle. il y en a pas plein. Voilà. Ouais. Il y en a qu'une qui arrive à un moment très fort du film d'ailleurs. Très très fort. Alors on passe aux déceptions. Ok, why not? Voilà, why not, hein. Au niveau des grosses déceptions, alors j'avais déjà évoqué Alpha, donc on va pas revenir dessus, de Julia Ducournau. Et je vois dans les flops de tout le monde, alors évidemment on va faire vite, on va passer sur 2-3 films, mais je vois qu'on est quasiment unanime sur un énorme ratage qui s'appelle Mission Impossible Final Reckoning. Alors allez-y, chacun parle comme il veut à son tour, mais qu'est-ce qu'on reproche à ce film, à ce blockbuster? C'est alors, long, les gars, c'est les incompréhensible, filles. le scénario est imbitable. Voilà. Très bien, ok. Eddie, qu'est-ce que tu as reproché? Alors, moi, Parce que je sais que tu es un pas fan mis de la saga. flop pour cette année, mais par contre, Oui. ce qui est très intéressant, c'est Je sais que tu l'as pas aimé.
toutes les interviews du réalisateur et du monteur qui parlent du processus créatif, de comment le film a été fait, des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et en vrai, c'est peut-être plus intéressant que le film lui-même parce que ça parle beaucoup de l'industrie du cinéma. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Cas d'école. Ah mais j'en doute pas, le problème c'est qu'on suit une franchise qui du premier... Après il y a des épisodes plus ou moins bons que d'autres, mais alors là, tu termines, tu finis ta conclusion par certainement un des films les plus mauvais de la saga, c'est juste dommage en fait. Pourtant il y a des scènes impressionnantes, la réalisation en avion, enfin avec les 2 avions, c'est incroyable, la scène dans le sous-marin, c'est oufissime aussi, mais derrière, en fait les scènes elles sont fonction pour un scénario qui ne sait pas vraiment où il va. C'est ça. Et des personnages dont on n'a absolument rien à faire aussi. Ah oui. Comme le dire, il y a trop de personnages là, beaucoup trop. Non mais voilà, j'ai l'impression qu'il a voulu ramener les bouts, conclure tout, les chapitres, et voilà, par exemple, il y a la mort d'un personnage qui est là quasiment depuis le début. Qu'est-ce que c'est surécrit, c'est la scène, elle est vraiment mauvaise, quoi. Ouais, je vais mourir pour que tu continues, mon petit bonhomme. Ah, oui, voilà. C'est malaisant. Ça, héros. C'est malaisant, on dirait. Ah ouais. Voilà. Bon, alors, on a mis aussi Chien 51 dans pas mal de flops, mais ça, évidemment, on va pas revenir dessus. Hein, le fameux 1 sur 10 de Louise rôde encore. Non, voilà. mais ça sert à rien de alors, casser trop de sucre. je vois qu'il y a Superman qui est dans le flop de Julien, parce que je sais que Louise n'avait détesté. Je suis étonné que Julien, tu aies détesté aussi Superman. Bah oui, surtout que dans mon souvenir, à l'époque, t'étais en mode plutôt contente d'avoir vu à l'époque, il me semble. Je crois, ouais, c'est pour ça que ça me... Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'août? Qu'est-ce qui... Ah non, j'avais oublié les autres films Marvel. Non, mais depuis, en fait, il a vu le film. Depuis, si tu veux, j'ai vraiment vu le film. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai vu avec Mathias, avec mon fils, et ouais, je me suis dit, ça va, j'ai passé un moment correct. Puis après, j'ai revu, sous les conseils d'Edouard, j'ai revu Man of Steel. Et putain, en fait, la comparaison n'a rien à voir. Enfin, il prend cher. Enfin, je suis désolé, le film de James Gunn prend cher. En termes de montage, de rythme, d'intensité. Enfin, je trouve finalement très... Je pense que c'est un film qui va vite devenir ringard et qui va très mal vieillir. Oh, peut-être, malheureusement. Il l'était déjà en août, je le trouvais. Hein. Voilà. Comme dirait le docteur Raymond, en fait, je vois ce que James Gunn a voulu faire. Je vois ce que James Gunn a voulu faire, mais après on pourrait faire presque une battle dessus finalement, mais malheureusement c'est pas le film qui va pour moi relancer mon attrait pour les films de super-héros. Ok. Et finalement, parce qu'en fait le personnage principal, quand tu passes trop de temps à filmer plus le chien que Superman, ouais, c'est problématique. Ça pose un petit problème quand même. Mais il est drôle. Ok, bah merci. Voilà. Ah oui, c'est vrai, Thibaut, tu as apprécié. Oh, alors du coup, je vois qu'il y a... J'aime beaucoup l'écriture de James Gunn globalement, et tu vois, le Peacemaker, je trouve que la série a des défauts, c'est pareil, mais il m'a fait aimer John Cena, quoi. Ok. Ouais. Un grand acteur en devenir. On va en parler dans un autre épisode. Il y a un film dans les flops de Thibaut, de toi Thibaut, et de mes flops aussi, c'est F1. Donc de... Ah bah là c'est l'inverse, moi j'ai passé un moment. Joseph Kosinski, c'est ça? Je suis déçu, c'est une déception, hein. Je suis déçu parce que le mec qui a filmé Top Gun 2, bah là il filme moins bien que le Grand Prix sur Canal+, en fait. Vraiment, il utilise des drones mais avec des mecs et un étalonnage dégueulasse. Et puis il y a que j'y crois pas une seconde. C'est une marque, hein. On vend comme Barbie vendait des poupées en plastoc, et ben ça vend des grosses voitures. Sponsor. Mais sponsor. C'est du placement de produit par paquet de 12. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on te sort le personnage principal qui est un rebelle. Voilà. En fait, il est d'une licitude absolue, ce personnage. Genre, non, mais c'est vrai, on est dans une époque. Brad Pitt traite très bien, hein, mais il fait que du Brad Pitt. On lui dit, bah écoute, Coco, tu fais tout ce que t'as fait dans ta carrière, et tu fais un petit Maelstrom, comme ça, ce sera pas mal. Oui, sourire bright, mais en fait, moi, j'y crois pas aux rebelles, machin. J'y crois pas du tout, ce mec-là, il est. Javier Bardem vole toutes les scènes. Oui, lui, il a du charisme, limite, c'est vrai. C'est le seul, peut-être, de ce film infâme. Bref. Bon, voilà, le ton est donné. Le ton est donné. On passe au battle, chères auditrices et chers auditeurs. On sait que l'an dernier, un certain Furiosa avait déclenché les passions entre Eddie et Julien. Voilà, et cette année, nous allons commencer avec Life of Chuck, donc de Mike Flanagan, qui est dans le top 10 de Eddie.
mais qui est dans le flop 10 de Mister Thibaut. Eh bien, messieurs, décidez qui commence. Je vous laisse en parler, le défendre. Alors, et l'attaquer. Fight. Pour démarrer très gentiment, parce que je sais que Thibaut va rebondir par la suite, c'est que c'est un film qui est très simple, très émouvant. Alors après, qui a été malheureusement survendu par le marketing, comme quoi ça allait être le film de la décennie. Donc, voilà, je ne sais pas si le marketing a forcément beaucoup aidé pour tous les spectateurs, mais c'est un film qui parle de la mort, qui parle du deuil, qui parle du souvenir. Et j'avais même pas fait attention en faisant mon top 10, mais qui... Alors après, il n'est pas du tout monté de la même manière, mais qui, comme reflet dans un diamant mort, parle de quelqu'un qui est en fin de vie et qui va se souvenir de ses heures de gloire. Donc là, c'est fait, là pour le coup, de manière beaucoup plus émotionnelle, et ils en font beaucoup autour de ça. Mais ça permet de jouer sur des effets un peu fantastiques, sans aller vers l'horreur habituelle de Mike Flanagan. Et moi, j'ai beaucoup adhéré au projet. Oui, c'est touchant. Bah, moi, j'ai bien conscience de toucher là une vache sacrée des films préférés de 2025, clairement. Mais pour le coup, j'ai vraiment pas accroché. Il sauve pas grand-chose dans le film. Clairement, Mike Flanagan, gros talent, hein, mais je préfère voir ses séries comme The Haunting of Hill House, qui est quasiment un chef-d'œuvre, ou Les Serments de minuit. Les deux sont vraiment géniaux. Et c'est la 3e fois qu'il adapte Stephen King, hein, si je me trompe pas. Le premier, c'était Jesse, et c'était vraiment très bien. C'est sorti directement sur Netflix. Oui. Le deuxième, c'était la suite de Shining, Dr. Sleep. Bon, là, j'avais pas autant plébiscité j'ai beaucoup apprécié. déjà. Non, c'est très très bien. Il y a toujours la comparaison avec Kubrick, quoi, et là, j'ai du mal. Et là, alors là, Life of Chuck, non, j'ai pas du tout adhéré. Ça partait plutôt bien, parce que la première demi-heure est suffisamment intrigante, mais en fait, c'est juste parce que le film a une narration antéchronologique. Tu lui retires ça, il n'y a plus rien d'intrigant, hein. Ou très peu, sauf le MacGuffin de la porte. Alors effectivement, je suis assez d'accord que la construction aide beaucoup à ça, mais en même temps, il y a aussi le truc où j'ai l'impression, sans mauvais jeu de mots avec la porte qu'on voit dans le film, que la première demi-heure est une bonne porte d'entrée, parce que ça donne le côté un peu mystérieux qu'il peut y avoir dans d'autres films de Mike Flanagan, avant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sentimental, où il occulte toute sa phase horrifique qu'il a d'habitude. Donc forcément, si on s'attend à ce qu'il y ait un peu ce genre d'aspect narratif, en fait, forcément, on est déçu. Ouais, mais justement, tu le dis, c'est cette voix off, en fait, le narratif. Cette voix off, mais quel enfer! Alors, je critique pas la belle voix suave de Nick Offerman, hein, juste son intérêt. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Adaptation de Spike Jonze, super film, regardez-le, il y a le personnage de Robert McKee, qui est un vrai professeur d'écriture créative, et dans le film, il est joué par Brian Cox. Et à un moment, il a cette réplique sur la voix off. Et il dit que Dieu vous vienne en aide si vous utilisez la voix off dans votre travail, mes amis. C'est de l'écriture flasque, bâclée, n'importe quel imbécile peut écrire une narration en voix off pour expliquer les pensées d'un personnage. Alors, dans Adaptation, c'est très drôle parce que le film, justement, use beaucoup de la voix off, mais dans Life of Chuck... Et que du coup, Robert McKee n'a pas vu Adaptation, du coup. Parce que sinon, il aurait su qu'une voix off, c'est extraordinaire. Alors non, parce que ça peut être bien, hein, ça peut être très bien la voix off, mais dans Life of Chuck, c'est juste que le réalisateur, il fait pas confiance à l'intelligence de son spectateur. Hein, il surligne en jaune fluo des éléments qui n'ont pas besoin d'être explicités. Par exemple, il y a un personnage qui fait un arrêt cardiaque, et la voix off, elle va te répéter ce que tu viens de voir. Et le personnage faisait une crise cardiaque. Mais ouais, mais Mike, on n'est pas si con en fait. Hein, et je trouve que le film est très artificiel dans ses concepts philosophiques, ses émotions. Tout le monde m'a parlé de ses scènes de danse. Ben moi, je les trouve pas bien filmées, ces scènes de danse. Hein. Je trouve que la direction artistique est aussi fade qu'un téléfilm de Noël. La scène où Chuck danse avec la batterie, c'est censé être le point d'orgue du film. Mais j'ai l'impression que c'est tourné à Disneyland ou dans un centre commercial Westfield, tu vois. C'est fade et impersonnel. Et puis, c'est un film qui n'arrive pas à s'émanciper de la nouvelle de Stephen King. C'est beaucoup trop littéral. Le film est censé nous montrer un monde intérieur, comme tu disais, d'un personnage, Chuck. Et pour moi, il échoue complètement à faire exister ce monde extérieur, ce monde intérieur. Il ne sait pas le raconter. Bah après, la nouvelle de Stephen King, enfin moi j'ai pas vu le film, mais j'ai lu la nouvelle cet été et j'ai été hyper surprise. Enfin, j'ai trouvé que ça ressemblait pas du tout. J'ai pas lu tout Stephen King, mais
je commence à avoir lu un petit paquet de ses bouquins ou nouvelles, quoi. Et je la trouve particulière, quoi. Donc, de base, dans l'écriture. Donc, l'adapter, j'ai du mal à... Moi, j'ai du mal à la lire en entier, en fait. Ça me... Enfin, bref, ça partait trop en... Ça partait trop en se gag, quoi. Donc, le film, je sais pas si... Bon, belle expression. Non, mais fais-toi ton avis, vraiment. Hein. Et surtout, regarde le film, il est vachement bien. Mais il y a plein... Vraiment, il est dans beaucoup de tops de l'année, il y a plein de gens qui l'ont aimé, mais voilà. C'est pas... C'est une déception, hein. Je veux dire, les flops, dans mes vrais flops, il y a plein de live-action Disney, des films de plateforme... Attention, hein, Julien adore les films de plateforme, attention. Oui, mais il a cité les bons. Il a pas cité les films d'action tout pourris filmés en Bulgarie, ou les adaptations... Les remakes... Le pire, c'est les remakes français de films américains. Là, le Vacances, le truc avec Tarek Boudali, qui est le remake de Palm Springs, ça, pour moi, c'est l'horreur. Les live-action, c'est l'horreur. Ah oui, j'ai oublié. Oui. Bah écoute, apparemment, il y a une autre horreur pour toi. On va passer donc à Sinners. Pour le Dr Raymond, qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure. Dr Raymond, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Vous, dans votre top, vous avez mis donc ce film américain Sinners qui était sorti, je crois, au mois de mai, si je ne m'abuse, enfin en tout cas, il y a quelques mois, au mois d'avril, voilà, qui a fait un gros succès. Mais Mister Thibault l'a mis dans ses déceptions. Qui divise, hein. Voilà, qui divise, bah ça tombe bien. Dr Raymond, Mister Thibault, à vous, défendez-le, attaquez-le. Non, il divise pas trop, il est globalement plébiscité, hein. Plébiscité. Ah ouais, Sinners, oui, il a pas mal de nominations au Golden Globe, il a eu un beau succès, il est dans les tops de pas mal de réalisateurs, même cette année. Alors moi, je veux le dire, oui, j'ai été déçu par Sinners, mais c'est pas un mauvais film, hein, comme les films que je citais précédemment. Si vous avez vu Blanche-Neige, c'est une collection de fonds verts hideux sponsorisée par l'amicale des ophtalmologistes pour le dépistage du daltonisme. Mais comment dire, Sinners, c'est pas ça. Et en plus, sur le papier, il avait vraiment tout pour me plaire. Un film de genre, sur des vampires, autour du blues, et filmé avec une caméra IMAX. À l'arrivée, j'ai pas été aussi embarqué que le reste de la critique. Hein. Vraiment, je le déconseille pas à nos auditeurs. Allez voir le film, faites-vous de votre avis. Mais pour moi, c'est les défauts qui ont pris le pas sur les aspects positifs. Je trouve que le film est inutilement long. L'exposition de 45 minutes au départ, elle est too much. Et ça arrive au bout de 45 minutes où tu fais « Ah, enfin, il se passe quelque chose ». En plus, il prend cette exposition pour évoquer les personnages, mais je trouve qu'il a une mauvaise caractérisation de ces personnages. Ça reste en surface alors que tu prends le temps pour ça. Et je sais que je vais faire hurler, mais Michael B. Jordan, il est beau comme un cœur, hein, il a du charisme, mais là, il brille pas par la qualité de son jeu. Hein. Et comme il joue des jumeaux, il est 2 fois mauvais. À titre de comparaison, il y a plus de dualité et de caractérisation des jumeaux dans Double Impact avec Jean-Claude Van Damme que les jumeaux Stack et Smoke ou Smack et Stock, je sais plus. Ouais, ça c'est le gros point faible du film. Bref, j'ai pas de problème avec le mélange des genres, hein. La preuve, L'Agent Secret est 2e de mon top, mais quand ça touche à la comédie musicale, bon, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Bon, Dr Raymond, on vous écoute sur Sinners. Écoutez, moi je serais beaucoup moins critique, même si j'entends les petits problèmes qui m'ont pas autant dérangé que ça. Alors effectivement, il y a un petit problème de longueur, ou plutôt de construction. Je pense qu'en réalité, c'est pas un problème de durée à proprement parler, c'est tout simplement l'idée de rajouter des éléments un petit peu secondaires à la fin, des espèces de nouvelles arches narratives qui sont bouclées plus ou moins bien assez rapidement, etc. Donc là, si c'est pour dire qu'il y a des éléments à dégraisser, pas de problème. Mais encore une fois, c'est pas un défaut rédhibitoire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté, ce mélange des genres, donc comme on l'a souligné, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un film fantastique, sur un film historique, avec une reconstitution historique quand même sur une partie de l'Amérique qui n'est pas forcément la plus connue pour nous, et donc qui nous paraît très très intéressante, sur un film musical, puisque effectivement la musique, ou plutôt les musiques, y tiennent un rôle assez prépondérant, et au milieu de tout ça, on a un mélange des genres qui pour moi fonctionne extrêmement bien. Et donc je suis loin de dire que c'est un film exempt de tout défaut, mais il était dans mon top parce que
il m'a séduit par sa couleur, par son propos, parce qu'il est extrêmement fun. Moi, j'avais besoin de voir des films fun cette année, donc comme en témoigne un petit peu mon top. Et donc, il remplit tout à fait son travail. C'est une merveilleuse virée dans l'enfer du vampirisme, haut en couleur, des choses inattendues. C'est probablement aussi le meilleur film de vampire de cette année, vous me Il y direz. en avait... Ah, j'ai pas vu d'autres. Ah, il y en avait quelques-uns. Il y avait des rétros de Antonin Petchalko. Ouais, il y avait celui de Besson. 31 décembre. Ah, Tout le monde l'a c'est oublié, pas, mais oui. il y mince. était. Toujours pas vu. Voilà. Donc, donc non, c'est vraiment pour ce qu'il est, un bon film fantastique, un bon film musical, un bon film historique. Donc, c'est avec très très grand plaisir que je l'ai inclus dans ma petite sélection. Et moi, niveau cool, j'ai un petit peu préféré le Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Et ici, il y a des trucs, tu l'as dit, qui sont très bien. Mais ce sont des éléments qui sont assez survolés. Parce que je pense que le réalisateur a voulu un peu faire le malin en mobilisant tout un univers mythologique, folklorique et historique, mais en rendant les éléments un peu de façon cryptique. Par exemple, le film reprend un peu le mythe du blues autour du pacte faustien de Robert Johnson, qui est censé avoir vendu son âme au diable et pour devenir un musicien exceptionnel. Et c'est un peu une relecture de ça. Ça reprend l'opposition entre le gospel et le blues, et la musique elle est vraiment bien, hein. On retrouve Ludovic, j'arrive jamais à dire son nom de famille, compositeur des derniers Nolan, Gunnarsson, Göransson, non? Ouais, c'est ça, Göransson. Bref, il y a tout un sous-texte politique et culturel qui est passionnant, et je regrette qu'il soit pas suffisamment mis en avant. D'accord, je comprends. Encore une fois, voilà, Okay. je pense qu'on a plus un point d'accord malheureusement qu'un clash dessus, donc ce qui est très dommageable. Désolé, chers auditeurs, on s'entend beaucoup trop bien sur celui-là, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que il y a des éléments qui auraient gagné à être traités, peut-être épurer certaines parties du film pour se concentrer uniquement sur les résonances de l'intrigue principale. Mais voilà, malgré tout, c'était en tout cas ce qui surnageait de ce que j'ai vu cette année. Et encore une fois, j'ai pas vu énormément de films, mais celui-là faisait partie des bons à mon sens. Merci à vous deux. On va parler du coup de 2026, parce qu'une année riche. Ouais, ça y est, on y est déjà. Et oui, s'annonce au niveau cinématographique. Eh bien, petit tour d'horizon. Christina, on t'a pas entendu depuis quelques temps. Quels sont tes films attendus là de 2026 ? Et en premier, je citerai, pour rester dans mon top 1, c'était le prochain Albert Serra, Out of This World. Oui. Forcément, voilà. Où s'arrêtera-t-il dans l'excellence ? Le Park Chan-wook, aucun autre choix. Ah oui. Partagé. Et puis... Attends, le titre c'est ça, Ouais. aucun autre No choix. Other Choice. Ouais. C'est ça. Ok. Remake Et- du coup près. Rien à voir, petite Madeleine de Proust pour moi, mais je l'attends impatiemment, c'est Toy Story 5. Ah oui, c'est vrai, il sort aussi, oui. Merci. Louise, est-ce que tu as des Pourquoi pas. attentes particulières Bien sûr. pour cette année ? Ouais, je vais en citer d'autres que Christina. Il y a Palestine 36, je crois que ça s'appelle, de Anne-Marie Jassir. Même si la bande-annonce, la musique dans la bande-annonce m'a un peu fait peur, ça fait un peu de téléfilm, mais j'ose espérer que c'était que la bande-annonce et que mais le film a l'air bien. Donc Il y a celui-là, Jeremy Irons déjà. Jamais donc, regarder les bandes annonces. bah ouais, mais quand tu vas au cinéma, bref, tu vois les Oui. bandes... T'as pas le choix. Difficile. Non. Moi d'arriver en retard. Bah oui, mais t'as pas la bonne place après. Bref. L'expert. C'est toujours Moi, je fais un faites dilemme. comme moi, j'arrive à la bourre comme moi. Et Mais on après, va 20 y minutes arriver. après le début du film, jamais avant. Ouais, je fais ça moi. Merci, tu fais partie de ces gens-là, Julien, c'est moi. Ah ouais, je fais ça moi. Il y a La Grazia des Sorrentino que j'attends. La corde au cou de Gus Van Sant. Et puis Ah oui, bien bien sûr. après, il y a plein d'autres films, mais voilà, j'ai mis ces trois-là en avant. Docteur Raymond, qu'est-ce que vous attendez-vous ? Oh bah moi ça va être Les tuches 6. Le marsupilami, c'est ça, effectivement. le biopic sur Michael Jackson. Voilà, infiltré avec Ahmed Silla qui a l'air d'une Ouais. d'une Ah là beauté, Voilà. magnifique, de réflexion effectivement Il a réservé sur les une place dans genres. mon Oui, flop ça, 2026. ça va être splendide. C'est déjà réservé. Non, mais moi ce que j'attends, c'est de voir comment l'Odyssée
La fameuse Odyssée d'Homère va être traitée. morceau. Il y a déjà de nombreuses critiques qui se font jour sur le côté historique précisément de ce qui a été laissé voir dans la bande-annonce. Après, c'est pas quelque chose qui va m'arrêter. On a vu 10 plans. J'irai le voir en sachant que le péplum au cinéma dans Bien ces sûr. dernières années, on peut avoir de l'excellent comme du très ennuyeux. hein. Gladiator 2. Par exemple, le Alexandre, qui était il y a quelques années, Oh, qui Hurston. était pourtant, Il a déjà 20 ans, là. oui, qui était pourtant un réalisateur accompli et chevronné, était Oliver néanmoins très, Stone. très fort ennuyeux malgré la débauche de moyens mis dedans. Donc c'est la question que je me pose. Mais du coup, je reste ouvert par rapport à ça. Eddie, est-ce que tu as des attentes pour 2026 au cinéma? Alors, découvrir un maximum de films dans un premier temps. Et ensuite, évidemment, il y a l'Odyssée sur lequel je suis curieux de savoir ce que Christopher Nolan va pouvoir faire. Et sinon, vraiment, le prochain que j'attends, c'est Le Mage du Kremlin. Où je suis assez curieux de ce film d'Olivier Assayas. Tout à fait, qui était à Venise. Qui était à Venise. Et pour le coup, dans la bande-annonce, voir notre ami dans le rôle de Poutine, c'est... Jude Law. Jude Law. C'est pas Jude Law. Ah non, c'est Jude Law. C'est Jude Law. Et pour J'ai le mal coup, je trouve compris la que ça lui bande-annonce. va Ah, une particulièrement physique. bien. Donc, j'ai hâte de voir ce film. Ok, Mister Thibault, qu'est-ce que tu as comme attente, toi? Il y a pas mal des films qui ont été cités précédemment. J'avoue, moi j'ai une grosse attente sur le 4e film de Naong Jin, qui est Hop, réalisateur de The Chaser, The Murderer, The Stranger. Ah oui, exact. On l'attend Premier celui-là, film oui, américain. longtemps. C'est une Arlésienne qu'on attend depuis 10 ans. et forcément, j'ai très hâte de voir son nouveau film. Et Julien, je sais, attends, je sais, Alors, il y en a... je sais ce que tu vas dire. Tonton Steven. Tonton Mais oui. Tonton Spielberg. Il y a Tonton Spielberg qui revient, oui. Calme-toi. Qui revient, oula. La bande-annonce m'a fait très peur. Mais la bande-annonce, on va s'arrêter là, en effet, elle fait très peur. Il faut pas... Même l'affiche faut la est regarder dégueulasse, qu'une en fois, fait. enfin, ça suffit. Calme-toi, tu vas... Non, mais on sait très peu de choses. Évidemment, il y a Disclosure de Spielberg, mais c'est pas avant l'automne, hein, je crois. Ouais. C'est pas avant l'automne prochain. On n'a pas parlé, évidemment, l'Odyssée, parce que ça reste un... Si on en a parlé. Ça reste un des premiers livres que j'ai lu, d'ailleurs. Et Marty Suprême. Ouais. Avec, apparemment très très bien. Comment il s'appelle Timothée Chalamet, qui sort tous les ans maintenant un film en janvier pour les Chalamet, Oscars. qui sort un film tous les 6 mois, là, voilà, tous les trimestres. Mais là, en plus, c'est sur un sujet que j'adore beaucoup, une passion que j'adore beaucoup. En toile de fond, c'est le tennis de table. Et c'est l'histoire d'un joueur historique américain de tennis de table. Donc pourquoi pas, je crois que c'est des frères Safdie, l'un des frères Safdie. Josh. Voilà. Josh Safdie. Le meilleur. Et attendez, on n'a pas parlé quand même du projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. D'ailleurs, les bandes annonces ont commencé à circuler. Et là, justement, la bande annonce, elle donne envie de ouf. Elle fait pas peur du tout. Enfin, je pense que ça peut être un très très bon film de SF. Ah oui. Très pop culture. Donc, je suis très curieux de celui-là. Écrit par Phil Lord et Chris Miller. Ouais. Et Phil Lord et Chris Miller. L'aventure Lego. La team des films Lego, en effet. Lego, Spider-Man. Le Spider-Man, le dernier. Il y a un film normalement. que j'attends pas mal, c'est le nouveau projet d'Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise, qui est Digger. Tiens, oui, on n'a pas parlé encore. Et c'est vrai que celui-là, on a vu 2 plans. Il ressemble à rien. Ok. Et d'ailleurs, c'est vrai que je rebondis sur le dernier Spider-Man en animation, qui normalement devrait pas arriver pour 2026 parce qu'il me semble qu'il a été encore repoussé. Ouais, encore repoussé. Mais du coup, en vrai, non, c'est celui-là, moi, le film que j'attends. Ah oui, je m'en doute. Mais c'est comme GTA 6, tu l'as Oui, compris, exactement, voilà. On a 10 ans. Voilà. C'est le GTA 6 du cinéma. Ouais, c'est ça. Par rapport au match du Kremlin, oui, c'est pas pareil. Donc moi je rajouterais Roma Elastica de Bertrand Mandico parce que j'aime bien Bertrand Mandico. Ouais, moi aussi. Voilà, ils arrivent très vite et je les ai déjà vus, c'est pour ça que donc il y a la Reconquista qui est sortie en 2016 mais en Espagne mais jamais encore chez nous de Jonas Trueba que j'adore et donc The Mastermind donc de Kylie Reichardt que j'ai vu en Projo Press dont on va parler d'ailleurs le mois prochain dans notre émission et qui peut-être un premier choc. C'est mieux de voir tous les autres films de Kylie Reichardt avant de voir celui-là.
Mais après, bien sûr, j'ai hâte de voir les réactions de chacun parce que. Ils sont difficiles à trouver pour certains. Hein. Pour certains, oui, tout à fait. Mais enfin, moi, j'adore les First Cow et Showing Up. Enfin, les 2 derniers, ils sont exceptionnels. Et donc, elle est sur une pente ascendante et hâte d'en parler. Voilà. Mais c'est vrai que Wendy et Lucy, sur laquelle j'avais travaillé sur la distribution avant, et tu vois, difficilement trouvable aujourd'hui, quoi. Ah, je l'adore. C'est mon préféré, je crois. Je suis il est amoureux beau. de ce film. Il est beau. Merci à toutes et à tous. Et n'oublions pas que nous allons passer. L'émission n'est pas terminée, loin de là. On passe à notre bon vieux ciné-club. Et oui, hein, donc l'objectif, c'est de vous convaincre et de venir assister à la première projection du collectif, donc Le Dernier Mot de Trop, mais avec 24 images secondes. Et oui, on mélange les deux. Donc 2 membres de 24 images secondes vont présenter, donc Louise et Julien vont présenter 12 hommes en colère, le classique, le chef-d'œuvre de Sidney Lumet, hein, donc le 3 février au 3 Luxembourg, donc je crois que c'est 20h, 20h30 20h30. 20h30. Merci Louise, merci. Voilà, donc grand classique du Vous cinéma. faites pas comme moi, vous arrivez à 20h. Il n'y a pas de pub. Ah hein. oui, visez 20h. On the point of that knife, a man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. Eh bien, pour le pitch et la présentation, pour une fois, c'est pas moi. Je laisse ça à Julien et Louise. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est de 12 hommes en colère? Bon, pour ceux qui connaissent pas. Alors, si vous me le permettez, 12 hommes en colère, c'est quoi? C'est un jeune homme d'origine modeste, accusé du meurtre de son père, et qui risque, comme vous savez à l'époque, dans les années 50, voire, comme toujours aux États-Unis, la peine de mort, la peine capitale. Et un jury composé de 12 hommes va délibérer et procéder à un vote justement pour déterminer la culpabilité de ce jeune homme. Et 11 vont voter coupable. Or, la décision doit être prise à l'unanimité dans ce type de procédure. S'ensuit une joute verbale, mais je ne veux pas en dire davantage. Non. Et je laisse... À huis clos. Je pense que ça suffit parce que je pense que ça reste un film à découvrir encore. Je pense pas que tout le monde l'ait vu, notamment la nouvelle génération. Il passe plus à la télé, et puis qui regarde la télé. Qui regarde la télé encore. Donc pour moi, j'avais quand même oublié l'anecdote. C'est le premier film de Sidney Lumet. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Hein. C'est vraiment Il fait partie du club très fermé de je fais un premier film et voilà. c'est un chef-d'œuvre. Voilà, tu sais, voilà, il est rentré dans le club là, en 57. Il a fait des films jusqu'en 2007, je crois qu'il a. Ouais. Ah oui, 2016, pardon. Ouais. Jusque 7h58 ce samedi-là. C'était son dernier film. Très mauvaise traduction de Avant que le diable n'apprenne ta mort. Ouais. Exact, c'est ça. Exact, je ne l'avais pas celui-là, mais en fait, il a quand même, en termes de longévité, c'est un des rares cinéastes qui a tourné pendant 5 décennies. Ouais. Voilà, donc je laisse la main à Louise. Je passe la main à Louise. Bah, moi, j'ajoute juste que je l'ai vu pour la première fois l'année dernière et que je l'ai revu, donc vu qu'on va présenter ce film-là avec Julien en février. Donc je l'ai revu là récemment et en fait j'ai trop hâte de le revoir une 3e fois le mois prochain. Je trouve que c'est un film incroyable qui est encore hyper actuel, qui est mais d'une justesse, l'art du débat, l'art de la décision collective, le débat autour de la mort, de la peine de mort, c'est hyper, c'est juste du début à la fin, le rythme est incroyable. Et voilà, j'en dis pas plus, mais moi j'adore ce film. Et avec Julien, on essaye de trouver un intervenant ou une intervenante qui pourra. On aimerait bien axer sur la partie de débat justement et rendre la soirée un peu interactive. Mais on vous dira ça un peu, quand ça sera confirmé. Mais en tout cas, il y aura au moins Julien et moi. Oui. Donc venez nombreux parce que ça va être vraiment chouette. C'est le 3 février, c'est un mardi à 20h30 au cinéma Les 3 Luxembourg. On espère pas de neige, pas de tempête, pas de grève. Pas de grève, il n'y aura rien du tout. Parfait. En tout cas, tremblement de terre. Vous nous avez vraiment donné envie de le voir. Enfin, ça, c'est avant que les 4 chroniqueurs le critiquent et le descendent. Non, je rigole. Non, voilà. À mon avis, on va voir, mais je pense que tout le monde a aimé. On commence par Eddy. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Eh bien, pour moi, c'est un très grand film et qui tient beaucoup sur son écriture et sur la justesse de l'évolution dramaturgique. C'est-à-dire que ça repose vraiment sur comment est-ce qu'on va faire évoluer des points de vue ou pas, comment on traite l'information
Et à la fois, c'est encore totalement d'actualité, et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, c'est un film sur lequel il pourrait vraiment y avoir un remake sur le fait que ça tient en tant que tel et comment apporter les médias sociaux, comment se construit en fait l'apport de notre outil technologique et des médias d'aujourd'hui. Et pour revenir sur le film de Sidney Lumet, ouais, vraiment toute la construction idéologique est en fait vraiment des a priori qu'on peut avoir, mais en fait vraiment c'est juste sur quelque chose qu'on pense être factuel et qui ne l'est pas. Enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment comment on dit, une sorte de pas un pamphlet, mais un... Je sais pas quel serait le mot juste. Un miroir. Non, mais c'est un essai philosophique sur le sujet. Merci Eddy. Christina, tu as aimé toi, ça, je pense aussi. Pour moi, qu'est-ce que la vérité et surtout comment on y accède. Pour moi, c'est ça la thématique du film, et c'est le film le plus intelligent qui a jamais été fait sur cette question, en tout cas un des plus importants. Et puis on l'a dit, hein, c'est d'une précision incroyable, et c'est pour cette raison-là que ça n'a absolument pas vieilli. Quand on a ce niveau-là, ça ne peut pas vieillir, je pense. Tout repose sur l'écriture, parce que c'est un huis clos. Donc c'est un élément hyper important. Et il y a une situation extrêmement simple, presque arbitraire. Et pourtant, il y a une tension morale permanente pendant toute la durée du film. Lumet, il transforme cet espace clos en un champ de bataille intérieur. Et chaque mot, chaque silence devient un choix éthique. Et ce qui rend le film fort, c'est qu'il prétend... le personnage... le premier en tout cas qui parle, porté par Henry Fonda, et jamais, ce qui rend très très fort tout le débat qui suit, c'est que jamais il ne prétend et jamais il ne dit savoir ou connaître la vérité. Il dit juste « je ne sais pas ». Et il ose dire « je ne sais pas ». Et ce doute dans ce monde qui veut aller vite, encore plus vite aujourd'hui justement, c'est un acte profondément courageux. Et le film montre comment la vérité est constamment parasitée aussi par les préjugés, la colère, l'orgueil, le racisme ordinaire. 12 hommes en colère, c'est pas juste un film de procès, c'est un film sur la responsabilité individuelle, sur la parole, sur le temps qu'il faut accepter de prendre pour être juste, et puis c'est un chef-d'œuvre absolu. Waouh. Eh bien, Mister Thibault, après ça... non, mais j'ai pas grand chose à dire de plus. En fait, c'est un énorme chef-d'œuvre et je recommande à tout le monde de le voir au moins une fois dans sa vie. Si vous voulez aller plus loin, il existe un remake de William Friedkin sorti en 97 qui est tout aussi bon. On reprend le texte puisque il y a eu 2 adaptations, même une adaptation indienne et des milliers d'adaptations au théâtre. Je crois qu'il y a même, c'était ça le téléfilm d'ailleurs de Friedkin, qui n'était pas sorti en salle mais directement à la télé. Non, c'est un film génial. Et pour l'anecdote, aujourd'hui, je discutais avec un ami qui a été juré cette semaine dans une affaire, pour le coup, différente. C'était une affaire de viol. Mais je lui posais des questions sur qu'est-ce qu'était être juré. Et à chaque fois, tu te réfères à la référence 12 hommes en colère. À savoir, est-ce que justement, il y a des préjugés racistes? Est-ce que certains arrivent avec... des idées préconçues, est-ce que il y a des débats houleux, etc. Alors c'est très différent en tout cas du film, mais je rejoins Christina, c'est un récit sur la moralité, sur l'humain, sur la vérité, sur beaucoup de choses, et c'est un grand film, très grand film. Et regardez tout Sidney Lumet aussi d'ailleurs. Oui, on va finir avec le docteur Raymond. Docteur, vous allez clore cette émission en donnant votre avis sur ce film. Bof. Sans pousser. Non, évidemment, donc c'est le premier long métrage de Sidney Lumet. Et voilà, c'est un coup de maître parce qu'il réussit à y intégrer tout ce qu'il a appris dans son existence préalable de réalisateur de télévision. C'est-à-dire qu'effectivement, il va prendre toutes ses qualités justement de pouvoir synthétiser les choses, de pouvoir exercer aussi son talent
dans un huis clos avec très peu de choses, très peu de recul, etc. Et justement arriver à nous créer une œuvre cinématographique très très lisible, très très efficace, même très très esthétique, avec un traitement assez néoclassique, des ombres, des compositions en tableau, etc., etc. Donc on a à la fois une composition qui est très recherchée, mais qui jamais ne va interrompre justement le flow, le déroulement de ce scénario, donc qui est une pièce de théâtre à la base de Reginald Rose, et justement qui au contraire va rendre lisible, va rendre visible, va mettre en avant toutes les thématiques, va donner de l'ampleur à chacun des personnages et de leurs propos. Et c'est quelque chose, un film qu'il faut revoir aujourd'hui, parce que il nous rappelle tout un tas de leçons très très importantes sur le fait de ne pas se fier aux a priori, aux évidences, à ce que tout le monde dit. Une leçon de courage aussi, comment lutter contre la force du nombre, et rappeler aussi que tendre vers la vérité, c'est jamais une question d'opinion, et surtout pas des opinions majoritaires, mais c'est un consensus qui se forme. Et c'est intéressant d'ailleurs, à partir de l'expertise du corps social, parce qu'on voit que chacun de ces jurés, donc qui sont de professions et de domaines différents, ont chacun une pierre à apporter dans l'édification de ce chemin vers la vérité. On a effectivement l'architecte, la personne âgée qui va apporter son témoignage de personne âgée, le peintre en bâtiment, effectivement, qui est un personnage qui semble assez secondaire socialement, mais lui aussi qui a des points à apporter de par son expérience. On a même la personne justement qui vient des bas-fonds de la banlieue, qui en est sortie et qui a son éclairage à porter également. Et au final, c'est justement ce consensus social, ces petites expertises que chacun peut avoir qui vont amener tout le monde vers la vérité. Et donc c'est une pièce et par conséquent un film, le scénario est de l'auteur de la pièce qui est remarquablement écrit. Et justement, c'est la grande force de Lumet de se mettre un petit peu en retrait justement par rapport à une pièce qui s'est extrêmement bien écrite et juste chercher à l'éclairer un petit peu par certains points, mais de jamais l'entraver, jamais chercher à faire des effets de style, mais au contraire rester le plus sobre possible pour rendre toute l'efficacité de ce propos. Voilà, c'était une conclusion Merci. parfaite. Je pense que c'est clair pour tous les auditeurs et toutes les auditrices. Le film fêtera ses 70 ans l'année prochaine. Hein. Voilà, foncez le 3 février au 3 Luxembourg à 20h30. Foncez, si vous l'avez pas vu, et même si vous l'avez vu d'ailleurs. Merci à tous, c'était 24 images secondes. On revient le mois prochain avec le Breakfast Club et plein de surprises. On est toujours sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast. Hasta la vista. Baby.